Bonjour. Bonjour oratrice, comment vas-tu? Bah bien et toi? À merveille. Alors, pourrais-tu te présenter? Tout à fait. Alors, bien je suis Poisson Lanterne Creepypasta sur YouTube. Je fais, comme mon nom l'indique, des creepypastas, à savoir des histoires d'horreur. Comme pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, c'est plus ou moins comme Slenderman ou Jeff the Killer. On va dire que ce sont les exemples les plus connus. Et je fais ça depuis 7 mois, à raison d'une vidéo par semaine. Et la plupart de mes vidéos, je les écris moi-même. J'ai juste commencé avec quelques vidéos qui venaient de Creepypasta from the Crypt, qui en regroupe énormément, mais à présent je les écris toutes par moi-même. On va découper l'interview en deux parties. Une partie concernant YouTube, ta chaîne en général, et l'autre, ta vie un peu plus privée. D'accord. Tu es prêt? Je t'en prie, vas-y. Alors, sur ta chaîne, tu as environ 1220 abonnés, Tout à fait. pour 38 vidéos et 53 090 vues. Alors, tout d'abord, d'où vient ce pseudo? Alors, en fait, le pseudo je l'ai choisi sur base d'un animal terrifiant des profondeurs, parce qu'en fait, mon ancien pseudo, qui est Aquarobin, qu'on a déjà pu apercevoir dans une de mes vidéos, vient d'un RPG qui s'appelle Golden Sun Obscure Horror, dans lequel il y avait un petit mage de l'eau que j'aimais bien, auquel je m'identifiais, c'était un peu un intello à lunettes, un peu comme moi à l'époque, donc je prenais toujours ce pseudo en rapport avec l'eau. Et quand je voulais me lancer dans la creepypasta, je voulais prendre quelque chose toujours en rapport avec l'eau, pour rester dans le thème, mais en même temps qui soit creepy. Et donc je voulais prendre l'animal des profondeurs qui représenterait le mieux ce cas, et le poisson lanterne a été mon choix. Il y avait le requin lutin qu'on m'a conseillé, mais il a pas cette sorte de classe un peu du poisson lanterne qui justement peut attirer avec sa lumière, qui est le seul à avoir la lumière en fait dans les profondeurs, et j'aimais beaucoup ce que ça représentait. Pour raconter les histoires, j'ai jugé que c'était bien. Tu as commencé ta chaîne YouTube, du moins tu l'as créée le 15 août 2018 et ta première vidéo date du 21 août 2018. Elle durait 1 minute et 32 secondes, a fait 449 vues au total et s'appelait Le Plan Parfait. Une histoire que tu n'as pas écrite. À ce moment, pensais-tu aller aussi loin, en aussi peu de temps? Non, ça a été très surprenant que j'ai pu faire une ascension pareille, ça j'ai beaucoup de chance. Parce qu'en fait à ce moment-là je ne pensais même pas écrire mes histoires moi-même. Donc là elle vient de Creepypasta from the Crypt, comme tu l'as souligné, tout comme les trois suivantes et encore une après les jeux de Suzy. Donc je pensais pas que j'allais les écrire, et encore moins monter comme ça. Et ça s'explique par le fait que des gros youtubeurs m'ont fait de la pub, ils ont été absolument adorables. Le premier ça a été Skull, qui a partagé ma vidéo les jeux de Suzy sur son onglet communauté. Donc après ça j'ai pris pas mal d'abonnés, je crois que c'est toujours une des vidéos qui a le plus de vues, parce que les abonnés de Skull on peut directement aller voir. Ensuite il y a eu Sinistre Frisson, qui est un peu plus petit youtubeur mais qui a également fait ma pub à la fin d'une de ses vidéos dans laquelle je participais. Et puis il y a eu Creepy Stories, donc j'ai déjà été sur sa chaîne, il m'a fait de la pub sur son onglet communauté, et même il y a une vidéo sur sa chaîne, c'est la deuxième partie du croque-mitaine. C'est moi qui l'ai écrite en grande partie sur base d'une de ses idées, et c'est moi qui parle durant presque toute la vidéo. Donc autant dire que niveau publicité faite par les collègues, j'ai vraiment été servi. Donc j'ai été propulsé, on va dire, là où j'en suis. Et ça continue de toujours bien monter. Et je leur en suis d'ailleurs toujours extrêmement reconnaissant, parce que c'est vraiment grâce à eux que j'en suis là. S'ils m'avaient pas fait de pub, je serais resté dans les abysses, on va dire. Alors, pourquoi et comment as-tu envie de faire des creepypastas? Alors ça remonte à très longtemps que je les ai découvertes. C'est via mon cousin qui m'a fait connaître Aube. J'ai l'impression que tout le monde commence dans les creepypastas via Aube. Et je m'étais éloigné de ça pendant quelques années, mais j'avais toujours voulu me lancer sur YouTube. J'avais testé de faire une chaîne dans laquelle je faisais des débats avec moi-même en fait, où je faisais deux personnages, où j'essayais d'argumenter le mieux possible d'un point de vue et pour le point de vue opposé. Un peu comme Dialogue de sourds de Didi Chandouidoui, c'est vraiment le même principe. Et j'ai fait je crois une vidéo ou deux de ce truc là, mais j'étais pas satisfait, puis ça me prenait trop de temps, donc j'ai arrêté. Et je sais même pas trop comment, mais je suis retombé dans les creepypasta. Je pense que c'est une vidéo de Hope qui est arrivée dans mes recommandations. Donc je m'y suis replongé, et je me suis dit que ce serait une bonne occasion, pour commencer sur YouTube,
de faire des creepypastas, vu que allez, je pense pouvoir les lire et les interpréter relativement bien, et que donc c'était quelque chose qui pouvait me convenir. Et donc j'ai commencé à faire mes petites creepypastas, et c'est ainsi que j'ai créé ma chaîne. Avant, tu parlais plutôt vite quand tu racontais tes histoires, etc. Alors comment as-tu su qu'il fallait ralentir et comment as-tu réussi ? Oui, ça c'est un problème que j'ai toujours eu, d'ailleurs je pense que ça s'entend dans l'interview, je suis quelqu'un qui parle relativement vite, c'est vraiment mon rythme de débit, enfin mon débit on va dire, de parole normal, je suis totalement comme ça, et ça c'est un truc qu'on m'a toujours dit quand j'ai fait du théâtre, c'est qu'il faut que je ralentisse quand je joue un rôle, parce que quand je parle comme ça, c'est compréhensible, mais dans un rôle, ça ne marche pas, donc je dois me forcer moi-même à ralentir, et ce qui m'a vraiment... on va dire, ce qui m'a vraiment poussé à ralentir et la façon dont je l'ai réussi, c'est les commentaires qui portaient pour la plupart là-dessus. Parce qu'il y a eu des commentaires constructifs et très bienveillants d'ailleurs au début de ma chaîne, qui me donnaient des petits tips, des petits conseils, les défauts qu'il pouvait y avoir dans ma vidéo. Donc que ce soit le son, que ce soit certaines images qui étaient un peu floues, mais surtout le débit de parole. Ça on me l'a beaucoup dit. Et au fur et à mesure, j'ai appris, en lisant les commentaires, j'ai appris de mes erreurs, en regardant mes vidéos, je me suis dit en fait ça va pas du tout. Et maintenant c'est presque devenu normal pour moi, quand je branche mon micro et que j'enregistre un texte, de parler plus lentement en fait. J'arrive maintenant, ma partie orateur on va dire, arrive à être plus lente naturellement que moi-même quand je parle dans la vie de tous les jours. Donc au final c'est un réflexe que j'ai adopté, mais je dois cette amélioration vraiment aux abonnés et aux collègues avec qui j'ai pu pas mal échanger et qui m'ont donné de précieux conseils. Alors, au début tu lisais des histoires, et comment as-tu décidé de les écrire toi-même ? Ouais, Creepypasta from the Crypt qui en regorge vraiment, il y en a des centaines si pas des milliers dessus. Et j'avais dans l'idée d'en écrire une au début pour la faire sur ma chaîne, mais encore une fois pas dans l'optique de toutes les écrire, mais c'était juste parce que j'avais envie d'en faire une moi-même, tu sais, pour le travail accompli quelque part, et puis voir si j'arrivais à en faire. Donc j'ai écrit les jeux de Suzy, mais faut savoir que la première version des jeux de Suzy était absolument catastrophique. Il y avait des tas d'erreurs de cohérence, c'était pas spécialement bien écrit, enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses à revoir. Et donc j'ai proposé ça sur Creepypasta from the Crypt, et il y a des membres qui m'ont expliqué avec des énormes pavés de texte tout ce qui n'allait pas. Et donc j'ai corrigé le texte, et je l'ai corrigé à 7 reprises. Donc à 7 reprises, j'ai retravaillé le texte pour finalement donner la version qu'on a vue sur YouTube. Et donc ces membres ont été très sympas avec moi. Et après j'ai voulu en écrire une autre, la suite des jeux de Suzy qui m'avait été réclamée. Et puis je ne sais pas trop comment, je me suis dit tiens je vais encore en écrire une. Et finalement ça s'est fait comme ça, mais j'ai l'impression presque d'un coup que je me suis dit tiens je vais encore en écrire une, et puis encore une, et puis encore une. Et au bout de 2 ou 3 vidéos, je me suis dit tiens je vais tout faire comme ça. Et je vais plus prendre d'histoire de Creepypasta from the Crypt. Comment arrives-tu à avoir autant d'inspiration, parce que tu fais quand même une vidéo par semaine, donc tu t'écris minimum une histoire par semaine ? Ça c'est quelque chose qui parfois est très compliqué pour moi, je vais pas mentir. Des fois, c'est vraiment des trucs tout bêtes qui me donnent de l'inspiration. Par exemple, pour le renard peluche, ça je l'ai encore en tête. J'ai un punching ball chez moi, je m'en sers jamais en plus. Il est là juste à côté de moi. Et je l'ai regardé, je me suis dit, tiens, je vais faire une histoire à propos d'un punching ball. Par exemple, un mec, un peu à la Death Note. Genre il frappe le punching ball et en fait ça va sur ses harceleurs. J'ai commencé à construire mon idée, mais je me suis dit, punching ball ça va pas là, c'est trop bizarre. Un punching ball magique, enfin, ça le fait pas. Il n'y a pas le côté éventuellement magique dedans. Mais, si je fais en sorte que ce soit pas un punching ball, mais quelque chose d'un peu plus vivant, qui puisse faire un peu vaudou, et je me suis dit une peluche. Et j'avais une peluche renard, du coup, que j'ai même plus d'ailleurs, et je me suis dit, tiens, on va faire une peluche renard. Voilà, c'est comme ça que j'ai écrit mon histoire, je crois qu'en 2 heures après je l'avais écrite. Et donc, ouais, des fois c'est vraiment, et pas mal d'autres conteurs font la même chose, hein. Ils balayent une pièce du regard, et ils trouvent parfois un objet, ou quelque chose qui leur fait penser à un souvenir, enfin, quoi que ce soit dans la pièce qui puisse leur faire avoir un début d'histoire. Parce que souvent,
il faut juste une étincelle, quelque chose, un début qui puisse nous faire développer toute une histoire. Ça m'est déjà arrivé, j'avais juste une idée qui m'avait été donnée par un ou une collègue, et après j'avais tout le scénario dans ma tête, mais qui s'est fait presque instantanément. Et autant d'autres fois, je dois me forcer, et je dois me dire, attends, quelle histoire pourrait bien marcher? Faut que j'essaie de trouver un thème, faut que j'essaie de trouver une fin, faut que... Donc ça dépend vraiment. Parce qu'on parle souvent d'un espèce de flash comme ça, on s'imagine, moi je m'imaginais avant, qu'on a une sorte d'éclair comme ça qui nous passe dans la tête, c'est une petite ampoule qui s'allume au-dessus de notre tête comme dans les dessins animés, et que bam, on trouve l'idée d'un coup. Mais ça peut arriver, mais pas forcément. Et donc des fois faut qu'on se force. Et oui, je trouve une histoire par semaine, je les écris, mais ça peut être très compliqué. Surtout que comme moi je les sors le samedi à 19h, si je veux faire des collabs, il faut que je prévienne mes collègues à l'avance. Donc parfois il faut que je les ai écrites le lundi ou le mardi pour éviter de prévenir les collègues à la dernière minute comme je l'ai fait parfois. Parce que sinon des fois, comme un gros flemmard que je suis, j'écris mes histoires le vendredi voire le samedi matin même. Ça m'est déjà arrivé d'écrire mes histoires le samedi matin, de les enregistrer, de faire tout le montage et de finir à 18h. Je suis un énorme escroc à ce niveau-là, ça faut le savoir, ça m'est déjà arrivé. Mais oui, l'inspiration c'est vraiment parfois une bête noire, mais c'est un exercice, ça finit par devenir un exercice, et que j'apprécie toujours d'ailleurs. Je pense que je vais continuer comme ça encore le plus longtemps possible. Alors, pourquoi avoir choisi de faire une vidéo par semaine à une heure précise? Parce que ça marche bien, en fait, d'avoir des horaires précis. Comme ça fait un petit rendez-vous pour les abonnés. Et d'ailleurs, je remarque qu'il y en a pas mal qui sont au rendez-vous, vu que maintenant, en une soirée, en moins de 24 heures en tout cas, je finis par avoir quasiment 500 vues. Ces gens sont complètement fous. Mais ouais, d'avoir ce truc régulier déjà, ça marche bien sur YouTube, parce qu'ils savent que ça va être à tel moment. Hein, donc ils peuvent... Ouais, ça leur fait un petit rendez-vous comme ça quotidien, hebdomadaire plutôt, auquel ils viennent comme ça. Et aussi et surtout, on en revient à ma flemmardise, parce que si je ne m'impose pas de faire une vidéo à un certain rythme, je me connais et je sais que je vais faire je la ferai la semaine d'après, je la ferai la semaine suivante, c'est pas grave, et finalement je finirai par plus rien faire quoi. Donc vous aurez une vidéo tous les 3 mois, ce serait une catastrophe. Donc je dois moi-même avoir un peu d'autorité sur moi-même, et me dire, allez, on écrit une vidéo pour ce moment-là. Et c'est pas spécialement une contrainte, moi je dois me forcer, oh non, faut que je fasse une vidéo. Non, c'est pas désagréable, mais il faut quand même que je m'impose une deadline, histoire de sortir quelque chose. Parce que sinon je ne sortirai rien. Non pas que j'aime pas ça, mais que je suis un flemmard absolument colossal. Voilà, c'est surtout pour ça en fait. Alors, comment t'es-tu senti aux 1000 abonnés? J'avais... Je vais pas dire que j'étais surpris vu que je les voyais monter, c'est plutôt toute l'ascension en fait qui m'a fort surpris. Mais quand je suis arrivé aux 1000 abonnés, oui, ça m'a fait bizarre, parce que c'est quand même le premier nombre à 4 chiffres, et on va pas être aux 5 chiffres avant un certain temps. Mais oui, ça fait quand même quelque chose, j'ai passé un palier. Et c'est là que t'as même YouTube qui m'a envoyé un mail pour dire que j'étais arrivé aux 1000 abonnés. Il a fait ça aux 500 abonnés aussi. Il m'avait envoyé un mail pour dire, tu peux remplir un avion de ligne. Donc je me suis imaginé un avion rempli, et moi j'étais là un peu comme le steward, c'est à donner les instructions, sauf que je suis là à raconter mes histoires, je fais oui bonjour, et je vois les 500 personnes qui me fixent du regard comme ça. Alors autant, j'ai fait du théâtre, j'ai l'habitude d'être devant plein de gens, mais ça fait toujours bizarre de se dire qu'il y a 1000 personnes qui ont vu mes vidéos, qui en ont certainement vu plusieurs, et qui se sont dit, c'est cool, je vais m'abonner pour continuer à suivre ces créations. Et c'est très flatteur, ça booste pas mal l'ego. Donc j'ai encore que 1000 abonnés, tu vois, je suis tout petit à l'échelle de YouTube, mais comparé à ce qu'il y a quand on fait une petite représentation de théâtre, c'est pas du tout la même chose. Et les imaginer comme ça devant, même si je ne peux pas les voir, ce sont des abonnés, ce sont surtout des chiffres et des commentaires pour certains, ça fait quand même quelque chose. Ouais, c'est un palier. Je pense que chaque palier, genre quand si un jour je les atteins les 5000, peut-être même 10 000, voire plus, ça va à chaque fois me faire quelque chose, me dire waouh, j'ai accompli un palier. C'est comme un succès dans le jeu vidéo, voilà, il y a une petite bannière à côté de ma tête comme ça qui s'affiche, succès 1000 abonnés. C'est fou, parce que c'est des gens qui ont apprécié mon travail.
Et c'est extrêmement flatteur, quoi. Et c'est motivant aussi, surtout motivant. Tout comme les commentaires qui sont des sources de motivation, mais incroyables. Ça, c'est à chaque fois que je vois des commentaires positifs qui me disent ouais, ce truc-là m'a bien fait rire, ou alors ce truc-là, waouh, j'ai énormément flippé, enfin c'était fou la façon dont tu racontes. C'est grâce à ça que je continue. Si j'avais 0 commentaire, j'aurais arrêté depuis longtemps. Tu as fait quelques vidéos avec d'autres orateurs, alors comment les as-tu connus et est-ce que tu en as déjà vu certains face à face? Alors, je les ai connus via... En fait, j'ai commencé avec Skull et Dainis, parce qu'au tout début, j'étais allé sur le serveur Discord d'Aube pour me faire connaître. Alors, j'ai pas été en mode sauvage. Oui, bonjour, je fais des creepypasta. J'ai demandé un peu comment je pouvais me faire de la pub, et il se trouve qu'il y avait un salon qui était fait pour ça, où on pouvait écrire ses creepypasta dedans, ou mettre ses vidéos. Donc j'ai mis mes vidéos dedans, et j'ai discuté beaucoup avec les autres membres, j'étais très actif à l'époque. Maintenant un peu moins, mais là je suis en train de revenir sur le serveur d'Aube. Il y a pas mal de gens très sympas. Et j'avais demandé d'avoir d'autres voix, et j'ai demandé à Aube, tiens, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui peut me faire des voix? Et il m'a dit, il y a Skull, qui est sur le serveur, qui a une équipe de compteurs qui peut t'aider. Donc je l'ai contacté. Il m'a dit ouais, qu'il me mettrait en relation avec Dainis. Il m'a jamais redonné de nouvelles, du coup j'ai été contacter Dainis par moi-même. Et elle m'a répondu assez rapidement. Elle m'a fait la voix, c'était pour les jeux de Suzy d'ailleurs. Et oui, c'est comme ça que j'ai eu la voix de Skull et Dainis pour les jeux de Suzy. Et puis, j'étais voir leur chaîne, et je crois que de fil en aiguille, je suis tombé comme ça sur tous les autres. Que ce soit sur MacRipstar, Si Fantastique, donc les autres compteurs de l'étrange, Creepy Stories, et via Creepy Stories, je suis tombé sur tous les autres, et maintenant on a un Discord Creepyland, sur lequel il y a plein de compteurs, on va dire de pas mal de... comment dire ça, de notoriétés différentes, si je peux appeler ça ainsi. Et oui, c'est via Skull en fait. C'est via le serveur d'Aube que j'ai connu Skull et tous les autres. Et pour la deuxième question, non, je n'en ai encore jamais vu. Ça a failli. En fait, j'ai failli aller chez Abby, donc Terror Nocturne, qui a participé à ma dernière vidéo. Ce contact est apparu de mon téléphone. Et il y avait aussi Creepy Stories et sa femme. J'ai failli y aller. Le problème, c'est que la gare de train est en travaux, du coup, j'ai pas pu y aller, et ça m'a rendu très triste. Mais pour l'instant, non, j'en ai encore vu aucun IRL, et je connais très peu les visages, j'ai pas vu beaucoup de visages d'entre eux, mais ce sera le cas quand j'irai à la prochaine Japan Expo, je pense que c'est bah oui, à Paris, ou alors Paris Manga, je ne sais plus c'est laquelle, à laquelle je vais aller à Paris, et je vais pouvoir croiser tout plein de personnes. Voilà, comme ça ces gens pourront voir le visage de Poisson, qui n'a pour l'instant encore été vu par personne sur YouTube. Alors, tu as commencé YouTube, à faire tes vidéos il y a 7 mois, et t'es encore à tes débuts. Mais si tu avais des conseils à donner à d'autres qui voudraient commencer, qui ont un peu peur ou qui voudraient des conseils, quel type de conseils tu leur donnerais? Alors là, je pense que je pourrais partir pour un monologue de 15 minutes, sans mentir. Alors, effectivement, je suis encore au début, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, ça je le sais, mais il y a déjà pas mal de choses que j'ai appris via, par exemple, mes aînés, que je peux donner à des nouveaux. Alors, premièrement, pour ceux qui voudraient se lancer sur YouTube en général, je vais pas parler du type de concept, etc. Ça, vous faites vraiment ce que vous aimez. Je pense que d'autres auront assez insisté sur le fait que se lancer sur YouTube pour percer ne fonctionne pas en général. Mais il y a un truc qu'on dit assez peu, surtout pour les youtubeurs de creepypasta, c'est la façon de traiter le son. En fait, sur Audacity, qui est un logiciel gratuit, un truc que peu de gens savent, et que moi par exemple je ne savais pas à mes débuts, c'est pour ça que le son est aussi médiocre, c'est qu'il faut traiter le son. Alors là je vais faire un petit tutoriel rapide. Si vous allez sur Audacity, bon au pire vous chercherez des tutos, vous laissez votre micro allumé pendant quelques secondes, vous ne dites rien, vous ne respirez pas, vous ne bougez pas, vous n'existez pas. Comme ça, il y a le bruit de fond, qu'il y a toujours dans les micros. Et après, vous sélectionnerez cette partie, puis vous ferez réduction du bruit. Ça, c'est important, vous vous renseignerez là-dessus, réduction du bruit. Vous le faites 2 fois. Comme ça, tout le bruit de fond, cette espèce de bruit blanc, un peu comme le bruit de neige dans les télés, c'est à peu près ça. Vous l'enlevez.
faudra faire aussi compresser et normaliser. Bon, ça, il y a des paramètres, mais il faudra aller voir. Donc le traitement du son, très important. Surtout pour nous, c'est des histoires principalement audio. L'image, c'est également important, ça aide à l'immersion, mais beaucoup moins. Et ça, quel que soit le type de contenu. Antoine Daniel le disait, un son dégueulasse, personne ne regarde. Alors qu'une image dégueulasse, bon, ma foi, si le son est bien, pourquoi pas. Alors ensuite, pour ce qui est vraiment des creepypastas, il peut y avoir la provenance des histoires qui peut poser question. Donc il y a soit le fait de les piocher sur internet, comme font la plupart, et c'est un choix tout à fait respectable, je ne dénigre pas ça, ou les écrire soi-même, comme Creepy Stories, ou certains autres conteurs le font parfois, ou bien moi-même. Alors écrire des histoires, c'est compliqué, oui je me la pète totalement, mais j'ai conscience que c'est pas facile, surtout des histoires qui peuvent plaire aux gens, mais pour ça, il y a des tas de gens qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à aller sur le serveur Discord, que ce soit celui d'Aube, que ce soit celui de Creepypasta from the Crypt, ou je sais pas moi, celui de Skull, ou d'autres youtubeurs de Creepypasta, ou même sur le site de Creepypasta from the Crypt, vous pouvez proposer vos histoires, et quand bien même elles ne seront pas publiées, il y aura plein de gens qui sont encore là, qui vont vous dire ce qui ne va pas. Parce qu'une histoire doit être logique. Pas réaliste, mais logique et cohérente. Et c'est ça le plus difficile. Donc si vous voulez les écrire vous-même, il faut faire attention que le personnage réagisse de façon cohérente, c'est-à-dire qu'il ne décide pas de monter les escaliers alors qu'il y a un énorme monstre qui est là juste parce que, faut qu'il ait une raison. Faut que tout ait une raison, même si la raison est magique ou paranormale, faut que ce soit quand même justifié. Donc ça c'est pour les histoires, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incohérence dedans, que le personnage agisse comme un être humain plus ou moins normal devrait agir. Pour ce qui est de la fréquence de vidéo, là c'est à vous de trouver votre rythme, je dirais. Mais ça vous pouvez tester au début de votre chaîne. Allez, vous pouvez essayer d'en faire une par semaine, ou alors peut-être une toutes les 2 semaines, pardon, pour commencer. Mais trouver le rythme, ça se fait naturellement, normalement. Moi j'ai fait une par semaine et c'est un rythme qui m'a convenu, mais j'aurais pu me dire en fait non, ça me convient pas, j'en fais une toutes les 2 semaines. Et le point le plus délicat que je laisse en dernier, c'est se faire de la publicité. Alors déjà, faut savoir que normalement certains youtubeurs vont tomber naturellement sur votre contenu, parce que beaucoup, et moi-même, tapons parfois Creepypasta FR dans la barre de recherche YouTube, et on regarde les vidéos les plus récentes. Donc si vous commencez votre vidéo par Creepypasta FR, ce que je vous conseille, comme ça les gens tombent facilement sur vous, vous allez déjà être repéré par certains, qui vont donc venir vous donner des conseils en commentaire. Donc certains vont même venir vous chercher directement. Mais pour le reste, se faire de la pub est une partie, on va dire, c'est une partie un peu dérangeante, mais elle est là, et elle est nécessaire pour chaque youtubeur. Alors, évidemment, n'allez pas dans les commentaires de certains en faisant oui bonjour, alors je fais des vidéos, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Ça je vous le dis, moi-même je supprime ce genre de commentaires quand il y en a sous mes vidéos, parce que c'est de la pub sauvage et je n'apprécie pas, et en général les gens n'aiment pas trop, mais n'hésitez vraiment pas à aller sur les Discord des gens, où là c'est on va dire c'est un peu plus privé que dans les commentaires, vous voyez c'est un peu moins public. Et surtout, il y a parfois sur des serveurs, des channels écrits faits pour ça. Comme je le disais sur Aube. Allez sur le Discord de Aube, proposez vos écrits, montrez vos vidéos, en demandant évidemment bien la permission, et vous aurez plein de gens qui pourront aller voir et vous donner des conseils. Et ensuite, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous les vidéos des gens, pas en faisant votre pub, mais simplement pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et un truc, voilà, là je révèle que je suis un petit peu aussi un escroc, ce que je fais parfois, c'est que quand je vois une vidéo qui est sortie il y a peu de temps, donc il y a vraiment moins de 10 minutes, je regarde la vidéo, et quand j'ai fini de regarder la vidéo, je mets un commentaire un peu drôle, ou j'essaie de faire un commentaire rigolo ou pertinent sur la vidéo. Et, bien souvent en faisant ça, vu que, bon maintenant j'ai un peu plus d'abonnés, mais même au début ça marchait plus ou moins, je finis en top commentaire. Les gens vont remarquer, en premier tout au-dessus, Poisson Lanterne Creepypasta, qui a mis un commentaire. Ah tiens, il fait des creepypasta lui. Ils cliquent, ils vont voir. Il y en a déjà qui m'ont connu comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, mais bon, soyez un peu subtil et mettez pas juste « Oh, trop bien la vidéo », ça, évidemment, ça ne marchera pas.
Mais aussi, ça mène vers le pseudo. Choisissez bien votre pseudo. Ça, c'est un truc dont j'ai oublié de parler. Faites en sorte que votre pseudo soit un peu emblématique. Parce qu'il y en a beaucoup, on va dire, pas qui se ressemblent, mais qui peuvent être plus ou moins confondus. Bon, là je suis un peu méchant, mais comme Creepy Stories, histoire effrayante, ou alors d'autres tels trucs effrayants. C'est pour ça que j'ai pris le poisson lanterne, parce que c'est un peu emblématique et qu'on risque pas de se tromper ou de me confondre. Donc prenez un pseudo, si possible avec un avatar qui vous représente bien, donc quelque chose de reconnaissable, histoire que vous soyez vraiment identifiable parmi tout le monde, et en mettant creepypasta ou quelque chose qui indique votre contenu, comme ça quand vous mettez un commentaire, ou simplement quand on vous retrouve sur YouTube, on sait directement à quoi on a affaire. Et comme ça, les gens peuvent aller sur votre chaîne. Alors évidemment, prenez un pseudo qui vous plaît, et choisissez pas non plus votre pseudo uniquement en fonction de « Ah, les gens vont aller sur ma chaîne et vont regarder ». C'est pas ça non plus que je dis, mais faut essayer de concilier les deux. Et comme je dis, ne pas hésiter à se faire de la pub, mais de façon subtile. Et ça veut pas dire que vous êtes des mauvais abonnés ou des mauvais youtubeurs ou autres. Et il faut pas hésiter à vouloir se faire connaître et même à aller parfois en parler aux gens. Parce que j'en connais certains qui hésitaient, oui, j'ose pas trop, j'ai peur que je sois un peu lourd à dire que je fais des vidéos, etc., à laisser des commentaires. Oui, parce que les youtubeurs creepypasta sont des gens absolument adorables pour la plupart. Nous ne sommes pas des meurtriers sanguinaires comme dans la plupart de nos contenus. Non, vraiment, c'est des gens qui sont prêts à donner des conseils, mais ils sont ravis de le faire. Moi-même d'ailleurs, quand je tombe sur des petits youtubeurs qui vraiment essayent de faire du bon contenu, certains pourront le confirmer, j'ai moi-même écrit des énormes pavés de texte pour leur dire tout ce qui pour moi allait et n'allait pas dans leurs vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller leur parler, échanger des conseils avec eux, vous faire connaître dans une petite communauté sur les Discord, ça se fait beaucoup via Discord maintenant, ou sur Twitter. N'hésitez pas à sociabiliser avec les gens. C'est par ce biais-là que les gens vont vous connaître et vont avoir envie de vous faire de la pub. C'est aussi très important. Voilà, j'ai fini mon monologue de 15 minutes. J'espère que ces conseils auront aidé certains. Dans le grand univers des conteurs, quelle est la voix que tu préfères ? Je me disais bien qu'une question piège comme ça allait arriver. Alors, heureusement tu m'as pas demandé quel est le youtubeur que je préfère, ça aurait été difficile, mais la voix que je préfère... Voilà, alors là je vais tricher un peu, je vais en dire quelques-unes. Il y a celle de Creepy Stories qui est très particulière. Il y a celle de Lecture Infernale, le grand prédateur québécois, qui a une lecture vraiment infernale. LOL, pardon. Non, Lecture Infernale qui a vraiment une voix en plus d'une façon de conter ses histoires qui est excellente. Et chez les demoiselles, il y en a beaucoup moins, mais bon, ça va pas être très original, mais Dainis et Macripsta. Surtout que Dainis, en plus, sait très bien faire les voix d'enfants, de petites filles. D'ailleurs, je pense qu'elle n'a fait que ça sur ma chaîne, la pauvre. Donc ouais, je dirais chez les hommes, Creepy Stories et Lecture Infernale. Et chez les femmes, Dainis et Macripsta. J'ai entendu pas mal d'autres voix, mais c'est peut-être parce que c'est eux qui la posent le mieux, qui arrivent, on va dire, le mieux à nous plonger dans le récit. Peut-être pas tant la voix en elle-même, et là oui, je suis assez subjectif, mais on va dire que ce sont ces quatre-là mes préférés. Sur ta chaîne, quelle est la vidéo que tu as le plus aimé faire et celle que tu as le moins aimé faire ? Si tu me permets, je vais tricher un petit peu, je vais aller directement voir sur ma chaîne et parcourir mes vidéos. Non, j'ai fait 38 vidéos. Je te cache pas que je me souviens pas non plus d'absolument tout ce que j'ai pu faire. Que j'ai le plus aimé. Alors, celle qui m'a fait le plus rire, en tout cas, celle que je me suis vraiment éclaté à faire, c'était ma vidéo du 1er avril, un Discord de tueurs en série. C'est une énorme connerie. Je suis parti tout seul dans mon délire, et j'ai demandé... Elle a complètement bidé, mais c'est pas grave parce que je me suis éclaté à la faire. J'étais mort de rire pendant que j'écrivais et que je faisais mes bêtises. Et alors tous les comptes qu'on voit discuter, c'est moi en fait. C'est moi avec 4-5 fenêtres ouvertes sur ma fenêtre, sur mon PC à côté, et une sur mon iPad, où je parlais littéralement tout seul en fait, avec plusieurs comptes.
Et Chimeria qui est parti dans mon délire aussi, qui a très bien joué le jeu, ou quand je me suis filmé à faire le tueur in shape, oh misère, j'arrive toujours pas à croire que j'ai fait ça. Ah non vraiment, je me suis très fort amusé à la faire celle-là. Allez, c'est pas vraiment une creepypasta, je triche un peu. Allez, si je devais dire une creepypasta, je crois que je vais dire Jean le Couturier, parce que c'était la spéciale 1000 abonnés, et que je me suis vraiment donné à fond pour celle-là. Donc je pense que vraiment ma creepypasta que j'ai préféré faire, c'était Jean le Couturier, même s'il n'y avait pas de gens avec moi. Ou alors la dernière, ce contact est apparu dans mon téléphone. Je sais pas, parce que là c'était une énorme collab avec Lecture Infernale et Terreur Nocturne, qui ont merveilleusement bien joué leur rôle. Donc j'hésite entre ces deux-là. Entre Jean le Couturier et ce contact est apparu dans mon téléphone. Et celle que j'ai le moins aimé faire... Eh ben, je dirais le plan parfait, en fait. Parce que c'était, au début, c'était une histoire très courte, je l'ai prise comme ça sur Creepypasta from the Crypt. J'avais conscience que c'était pas une histoire complètement... complètement transcendante. L'histoire est bien, franchement, la chute est bien, je l'aurais pas faite si je l'aimais pas. Mais c'était pas non plus une de mes vraiment préférées. Donc, ouais, je vous dirais celle-là, c'est ma première vidéo, et je ne la nie pas, c'est avec celle-là que je l'ai commencé, mais j'avais pas encore, on va dire, le plaisir du montage. Ou des collabs, vu que celle-là n'en était pas une. Et de l'écriture non plus. Donc il n'y avait pas encore de sentiment d'accomplissement derrière d'aucune sorte que ce soit, même si ça reste ma toute première vidéo, et j'en suis tout de même assez fier, parce que c'est quand même là que j'ai commencé, quoi. Alors, sur ta chaîne, la vidéo qui a fait le plus de vues date d'il y a 5 mois. C'est Ne faites pas craquer vos doigts. Et elle a environ 2664 vues, 161 likes et 9 dislikes. Et a 88 commentaires. Est-ce que tu as été surpris ou ça s'est fait au fur et à mesure de ta chaîne, la montée en vues, etc. Ah non, en fait, elle a tout de suite marché, et elle continue encore de marcher bien plus que toutes les autres, et je ne comprends pas. Vraiment, là, il me faudrait une explication, parce que c'est totalement mystérieux. Cette vidéo n'est pas une de mes meilleures, je pense, loin de là. Mais les gens ont été, je pense, fascinés par ce truc de craquer les doigts, que beaucoup de gens font, et il y a aussi le fait de dire aux gens dans le titre, ne faites pas ceci ou cela. Je remarque que ça fonctionne beaucoup, d'ailleurs si on regarde mes vidéos les plus populaires, mes 2 vidéos les plus populaires, c'est ne faites pas ceci ou cela. Donc, faut croire que ce genre de titre fonctionne. Mais en plus de ça, cette espèce de légende urbaine autour de craquer les doigts, comme quoi ça provoquerait de l'arthrose, même si c'est prouvé depuis longtemps que c'est faux, ça reste quand même dans la tête des gens. Donc j'ai utilisé quelque chose qui a une peur latente en fait dans l'esprit des gens, qui ont tout de même une petite superstition derrière peut-être, et donc le combo était gagnant. Je pense que c'est comme ça que ça a fonctionné, mais ça n'a pas arrêté de monter davantage. Elle éclate absolument toutes mes autres vidéos en termes de vues, alors que pourtant l'histoire, je veux pas dire qu'elle est mauvaise, je vais pas me dénigrer non plus, mais elle est pas incroyable non plus, mais c'est je pense le titre, et comme j'ai expliqué, ce combo là qui a fait que ça fonctionne, et ça continue de fonctionner de plus en plus. Là, 2600 vues, donc ouais, la dernière fois que j'avais regardé, elle avait 2500 vues, je crois, et là je vois qu'elle a encore dépassé les 2600, enfin cette vidéo ne cessera jamais de me surprendre. Vraiment, je me demande quelle vidéo serait capable de la surpasser. C'est presque devenu un petit défi pour moi d'ailleurs, quand j'ai fait Jean le Couturier, ou quand j'ai fait le renard peluche, ou maintenant la dernière, ce contact est apparu dans votre téléphone, dans mon téléphone. Je me dis à chaque fois, est-ce qu'ils vont réussir à percer et à faire plus que celle-là? Pour l'instant non, aucune n'a encore réussi, mais j'espère y arriver un jour. Alors, on va passer aux questions un peu plus privées, hein. Si ça ne te dérange pas, si des questions te gênent ou je ne sais pas, t'es pas obligé d'y répondre, hein. C'est ta vie, t'en fais ce que tu veux.
D'accord. Est-ce que tu pourrais te présenter en tant que personne? Oui, alors je suis un jeune étudiant belge de 22 ans et je vis à Bruxelles. Court et efficace. Quelle étude tu fais et quelle activité voudrais-tu faire à l'avenir? Alors actuellement, je fais des études de kiné, donc en kinésithérapie. Et bah donc c'est dans ce domaine que, si tout se passe bien, normalement, se dirigera ma profession. Donc voilà, je vais masser des gens avec mes petites nageoires. Alors, est-ce que c'est difficile de gérer YouTube et ta vie personnelle ou privée en même temps, sans te mélanger les pinceaux ni rien? Comment diable me mélangerait les pinceaux, à moins que je devienne tueur en série et que je massacre mes amis à coups de viande de coupe, je pense qu'il serait difficile de mélanger les deux. Non mais plus sérieusement, non, ça ne me pose pas de problème, dans le sens où j'écris parfois mes histoires sur le trajet, en fait en allant en cours, en revenant dans le métro, c'est souvent quelque chose que je fais sur mon téléphone, et certains de mes amis, qui sont en kiné, connaissent mes vidéos, je leur ai parlé quand c'est venu dans la conversation, et certains sont même abonnés à mes vidéos, même s'ils ne regardent pour la plupart plus beaucoup, mais non, c'est pas quelque chose qui m'a posé problème vraiment à aucun moment, et même ils étaient plutôt bienveillants à l'égard de mes vidéos. Et petite anecdote concernant ma vie plus personnelle, en fait c'est plus au niveau de la famille, il y a mon père et ma grand-mère, donc la mère de mon père, qui regardent mes vidéos chaque fois presque à leur sortie. Et un truc qui est absolument adorable et qui me fait à chaque fois sourire beaucoup, c'est que ma grand-mère regarde mes vidéos mais vraiment à leur sortie, elle sait que c'est 19h, elle attend devant son iPad pour les regarder, et dès que la vidéo, elle l'a regardée, elle m'envoie un SMS pour me dire ce qu'elle a pensé de mes vidéos. Elle ne met pas de commentaire mais elle met un pouce bleu et elle m'envoie un SMS en guise de commentaire. C'est parfaitement adorable, et il fait ça à chaque fois. Et mon père aussi, il vient parfois, quand on mange, il me dit ah, la vidéo elle a été chouette, et il me dit vite fait ce qu'il en a pensé. Donc ma famille est vraiment très bienveillante à mon égard, mes amis sont très bienveillants à l'égard de ma chaîne, donc ça n'a jamais été quelque chose qui m'a posé problème ou qui a suscité l'incompréhension dans mon entourage, loin de là. Et non, je n'ai encore tué personne à coup de viande de coupe, ni à coup d'autres instruments quelconques, pour l'instant. Alors, comptes-tu arrêter un jour YouTube? Non, certainement pas. Aussi longtemps que je serai vivant, je compte faire des vidéos. Et j'espère bien que le contenu des creepypasta va marcher de mieux en mieux, parce que j'ai l'intention de rester là, bien à ma place dans mes abysses, et sur YouTube, pour encore le plus longtemps possible. Non, je ne me vois pas arrêter. Certainement pas. Alors, quelque chose qui n'a rien à voir, absolument rien à voir. Alors, pour les probables fangirls, est-ce que tu as une petite poissonne dans ta vie? Alors, du coup, pour les probables fangirls, je pense que ça va les satisfaire ce que je suis sur le point de dire, mais non, je n'ai pas de poissonne dans ma vie. Je suis actuellement célibataire. Alors, dernière question, si tu devais te représenter en un mot, quel serait-il? Alors, en tant que youtubeur, je dirais... Ça se rapporte plus à mon contenu, mais je dirais écrivain, parce que j'ai écrit mes histoires, ou peut-être, si je devais en dire un deuxième, parce que j'aime bien tricher, on va dire mystérieux, vu que j'aime bien laisser planer le mystère sur mes vidéos, on va quand même rester sur écrivain numéro 1, et en tant que personne, je dirais paresseux, ça me représente bien ça, je suis un énorme procrastinateur, je suis... J'ai vraiment du mal à me dire que je dois faire ce que je dois faire pour tel temps. Donc ouais, paresseux, ça représente bien ma façon de vivre. C'est la flemmard vie, la flemmard life. Voilà, ça fait une belle note pour conclure, le poisson paresseux. Bien, merci de m'avoir accordé de ton temps. Aurais-tu quelque chose d'autre à ajouter? Eh bien, je dirais oui, pour ceux qui veulent se lancer sur les creepypasta, eh bien franchement, allez-y. N'hésitez plus, parce que les creepypastas sont en train de prendre de l'ampleur de plus en plus. C'est un phénomène qui est en train de grandir et de prendre sa place sur YouTube. Donc c'est vraiment le moment de se lancer si vous le voulez.
Donc n'hésitez plus, lancez-vous sur YouTube et venez rejoindre notre communauté de faux furieux psychopathes. Nous sommes gentils. Bah du coup, merci. Bonne journée à toi. Mais Laurie, une très bonne journée à toi et j'ai hâte de voir ce que la vidéo va donner sur